colegas. Chers collègues, nous allons reprendre nos débats. Je vais immédiatement donner la parole à son Excellence, Monsieur le chef de la délégation, pour qu'il nous indique leur façon de procéder pour les réponses de suivi et les questions qui ont été posées au sujet du reste de la liste de points à traiter. Vous avez la parole, Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais saisir la présente occasion pour vous exprimer notre appréciation et notre gratitude pour le mode d'interaction, de dialogue que vous avez instauré entre le comité et nous. Et nous savons tout l'intérêt que vous portez à cet exercice, et cela est partagé par la délégation du Bénin également. Je voudrais vous dire aussi notre grande disponibilité à répondre au maximum de points pour vous permettre d'avoir une compréhension actualisée de la situation telle qu'elle se présente dans notre pays, le Bénin. Je voudrais aussi souligner, et cela vous en conviendrez avec nous, que le système juridique béninois est récent, il est nouveau parce que le Bénin a accédé à l'indépendance le 1er août 1960. Donc c'est un système en construction et nous acceptons de regarder ce qui se fait ailleurs, d'ajuster le tir, d'améliorer nos résultats et d'avancer. Je voudrais également dire que, hier la délégation l'avait dit avec force conviction, que la justice au Bénin est indépendante. Elle est indépendante et une illustration à donner, c'est que les juges, la magistrature, le syndicat des magistrats, cela n'est pas courant. Le syndicat est allé en grève et ce n'est pas la première fois. Ça veut dire qu'il y a une force, il y a un contre-pouvoir effectif qui est pratiqué, et autour de la table, dans la salle, vous avez des juges qui soupèsent les situations, qui sont indépendants en termes d'opinion, et dans l'exercice de leur profession, ils sont totalement à l'aise. Ils vont prendre certains points de la discussion tout à l'heure et vous donner des cas qui illustrent cette indépendance de la justice au Bénin. Je terminerai cette introduction en disant que vous retrouverez également dans la réponse écrite consolidée de la délégation du Bénin des éléments d'éclaircissement et des compléments d'information à ce débat que nous entretenons depuis hier, et nous travaillerons de façon intense aujourd'hui, demain, pour rester dans le délai des 48 heures qui nous est fixé pour fournir le maximum d'informations, y compris les statistiques que vous avez souhaité avoir. Sur ce, je me tourne vers le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Guézo, pour qu'il reprenne certains points et vous donne des détails. Et nous ferons de la même façon lorsque les autres collègues, le directeur des droits de l'homme, Madame la directrice Zinkpe, les autres collègues au milieu de la salle compléteront nos propos. Donc voilà ce que nous voudrions dire. Nous sommes totalement à l'aise et satisfaits de la façon dynamique et coopérative avec laquelle vous organisez cette session. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci, monsieur. Le micro, oui. Okay. Oui, c'est déjà du micro. Oui, merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur le président, de me donner la parole. Il
faut dire que la loi d'amnistie de 1990, comme je l'avais souligné, est une loi conjoncturelle. Nous venions d'inventer en Afrique au sud du Sahara les conférences nationales. Nous venons de faire le premier pas en Afrique. C'est une transition démocratique et c'est toujours très difficile de passer d'un régime de parti unique à un régime euh, multipartisan. Et c'est pour cela, c'est pour que tous ceux qui participent, tous les enfants puissent se sentir concernés, que ces mesures d'amnistie ont été prises. Il faut dire que au Bénin, la torture n'a jamais été tolérée et les cas qui ont pu être enregistrés sont des cas marginaux. Le Bénin n'était pas encore parti à ce protocole, mais cependant que les structures en charge des droits de l'homme étaient suffisamment en éveil. Il y a même eu déjà, en ce moment-là, une commission béninoise des droits de l'homme qui a joué un rôle très actif dans l'avènement donc de ce régime pluriel dont nous jouissons aujourd'hui. Il faut dire que toutes les transitions démocratiques passent toujours par des lois d'amnistie, par des pardons, pour fédérer les énergies, pour apaiser les tensions, pour aller de l'avant, pour regarder en avant et non en arrière. Et cela a été couplé avec l'indemnisation des victimes. S'il y en a eu, il y a eu des indemnisations. Et je pense que c'était une occasion donc de rallier toutes les composantes de la population à ce nouveau processus démocratique. Par rapport à l'indépendance de la magistrature, ce n'est pas une vue de l'esprit. L'indépendance de la magistrature est une réalité. D'abord, par rapport à la composition des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature est composé comme premier président le chef de l'État, et comme premier vice-président le président de la Cour suprême, comme deuxième vice-président le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et tous les présidents de chambre à la Cour suprême sont membres du Conseil supérieur de la magistrature. Et il en est de même au niveau des 3 cours d'appel du tirage au sort d'un magistrat du parquet, c'est-à-dire à la tête des procureurs, et d'un magistrat du siège au niveau de la cour d'appel pour siéger comme membre de la cour du Conseil supérieur de la magistrature. Et il y a 2 personnalités de la société civile qui s'ajoutent à ce nombre et un représentant du syndicat des magistrats du Bénin qui siège au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il est vrai que toutes les lois ont leur faiblesse et que au fil des temps, cela peut se constater, mais jusqu'à présent, cet organe a joué son rôle fondamental d'organe garant de l'indépendance de la justice à travers les nominations, à travers les sanctions de juges et de chefs de parquet, à travers les nominations. En fait, par rapport aux nominations, les juges du siège bénéficient de l'inamovibilité, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être déplacés d'un poste à l'autre sans leur avis. Et ça là, c'est clair, et toutes les fois qu'il y a eu entorse à ce principe, la Cour constitutionnelle a dit le droit et ça a été restauré. S'agissant des magistrats du parquet, nous sommes dans un système romano-germanique ou un peu imité du droit français. Les parquets sont le bras armé de l'État dans la justice. C'est pour donner l'impulsion, la volonté politique de l'État à rendre une justice équitable
juste et rapide pour les uns et les autres. Il faut dire que la situation de chef de parquet ne signifie pas forcément qu'on reçoit des instructions, parce que le principe est ceci, que la parole est libre et la plume est serve donc à l'audience. Dans la phase juridictionnelle, eh bien, le magistrat du parquet est tout à fait libre et peut exprimer sa conscience, son avis en toute conscience. C'est vrai que les magistrats du parquet peuvent être bougés d'un poste à un autre, mais il convient aussi de dire que leur protection est assurée par le Conseil supérieur de la magistrature et par les principes fondamentaux. On ne peut pas le mettre dans une situation moins favorable que l'ancienne situation par rapport à son poste, et également on doit pouvoir justifier le déplacement. Donc ce n'est pas si automatique que ça, parce que de plus en plus se profile même dans les pratiques la question donc d'indépendance des magistrats du parquet également. Donc c'est pour dire qu'au jugement, en fait, les parties sont égales et que la décision de justice est rendue de façon équitable aux uns et aux autres dans le strict respect de la loi. Le processus de nomination commence par une proposition du garde des Sceaux qui est discutée, et c'est par un vote au sein du Conseil supérieur de la magistrature que les positionnements sont faits. C'est vrai que parfois il y a quelques erreurs par rapport donc aux anciennetés et autres qui sont corrigées. Vous avez fait allusion à la dernière grève de magistrats. Vous avez raison. Et l'État même a donné raison aux magistrats. Cela signifie que nous sommes vraiment un État de droit, une veille par rapport à la démocratie qui s'organise dans notre pays, parce qu'il s'agissait donc du concours d'entrée à l'école de la magistrature, et les membres du syndicat, de l'UNAMAB, ont estimé qu'il fallait l'organiser de la manière la plus stricte, de sorte à éviter toute question qui pourrait laisser croire qu'il y a quelques faveurs accordées à telle ou telle personne. Donc leur revendication a été suivie, et effectivement le processus d'organisation du concours, qui était précédemment organisé dans un seul centre pour s'assurer, eh bien, qui devrait être organisé dans 2 centres ou 3 centres à la fois, a été suspendu pour tenir compte de leurs exigences de sécurité dans les choix. Il faut dire que, par rapport au concours, il faut dire que avec le développement des nouvelles technologies, on peut bien l'organiser dans plusieurs centres sans difficulté, mais on a estimé qu'il fallait donc faire droit à la demande de l'UNAMAB, qui a voulu que ce concours soit organisé donc dans un seul centre pour tout contrôler, tout vérifier. Il faut dire que dans l'organisation du concours, l'Union nationale des magistrats du Bénin prend une part active à tous les processus débouchant sur la sélection, de sorte à ce que ce soit une sélection qui soit en rapport avec la vérité du travail accompli par les uns et les autres des concurrents. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la composition. Et les juges sont sanctionnés. Ce n'est pas un territoire qui n'est pas prenable. Le juge qui est en porte-à-faux avec son serment peut être sanctionné. Et nous avons eu à radier près de 25 magistrats au cours donc, de ces dernières années, tout simplement parce qu'ils ont eu à être en porte-à-faux
défaut avec les exigences du serment de magistrat. Et les juges du siège, comme les juges du parquet, peuvent être sanctionnés s'ils ne respectent pas les principes déontologiques et les devoirs qu'exige leur État. Je ne sais pas si j'ai été exhaustif par rapport à cette question. Bon, je pense que par rapport au délai de procédure, délai de garde à vue, ma collègue va peut-être enchaîner. Merci, Monsieur le Président. Et pour compléter ce que mon collègue secrétaire général du ministère vient de dire, concernant les délais de procédure, les délais de détention provisoire, le nouveau code de procédure pénale a prévu des délais bien limités et même assorti le non-respect de ces délais, a assorti le non-respect de sanctions. Donc, les magistrats du siège, les juges d'instruction qui ne se conformeraient pas à ces délais, il y a des délais prévus en matière de délit, 6 mois renouvelables, et en matière de crime également. Dans tous les cas, en matière de crime, si la détention provisoire doit excéder 5 ans, le détenu est d'office mis en liberté. Et s'agissant de la détention des mineurs, cela est également réglé par le Code de procédure pénale. Le Code de l'enfant a repris ces mêmes dispositions. En matière de délit, la détention des mineurs est presque inexistante. Ce sont plutôt des mesures de garde provisoire ou de placement en institution qui sont ordonnées par les juges des mineurs. Et en matière de crime, la détention est de 6 mois et renouvelable pour des mineurs à partir de 15 ans. Puisque désormais, avec le nouveau code de procédure pénale, il y a l'âge de la responsabilité pénale qui est prévu et qui est de 13 ans. Les mineurs qui ont moins de 13 ans ne peuvent pas être poursuivis. À partir de 13 ans, la loi fait la distinction. Donc, quand ils sont poursuivis pour des délits, il est rare de voir des mineurs en détention jusqu'au jugement. Les juges font diligence, les juges des mineurs font diligence pour régler ces cas-là et les mineurs sont d'office mis en liberté s'ils ne sont pas placés en institution ou bien placés auprès d'une personne digne de confiance. Et en matière de crime, la question est réglée également par le Code de procédure pénale qui a prévu 4 sessions par an dans le ressort de chaque cour d'appel. Désormais, ce n'est plus la cour d'appel qui siège en matière de crimes commis par des mineurs, mais le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle. Et c'est le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel qui est compétent. Et de sorte que les dossiers ne traînent pas. Et tous les 3 mois, les audiences criminelles pour mineurs doivent être organisées. C'est ce qui est prévu par le code. Si bien que la détention est très brève concernant les mineurs. Et s'agissant du code de l'enfant, le code a fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Certes, ça a été voté depuis janvier 2016, mais il y a eu le contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle sur certaines dispositions que la Cour a estimées contraires à la Constitution. Le dossier est retourné à l'Assemblée nationale pour faire la mise en conformité. Cette mise en conformité a été faite et le document a été adopté en plénière le 8 octobre 2015. Donc, c'est après cette étape que la procédure va suivre son cours jusqu'à la promulgation. Donc, ce qui reste n'est plus très long pour la promulgation. Et s'agissant des cas de torture avérée, ces cas-là sont de torture avérée commise par des agents chargés de
de la loi, d'appliquer les lois. Et ces cas sont déférés devant les juridictions. S'agissant des OPJ, des sanctions disciplinaires sont prononcées, des sanctions pénales également. Les sanctions disciplinaires peuvent aller jusqu'au retrait de l'habilitation de l'OPJ. Donc, ces cas sont légion. Ces sanctions, la répression est très stricte en cette matière. S'agissant du délai de l'indépendance du pouvoir judiciaire, mon collègue en a parlé. Et pour compléter la loi, la composition du CSM, je voudrais dire que la loi portant le Conseil supérieur de la magistrature va être revisitée, puisque un nouveau texte est inscrit à l'ordre, est soumis à l'Assemblée, et l'examen de ce texte est inscrit à l'ordre du jour de la présente session de l'Assemblée. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire pour compléter un peu. Et s'agissant des détenus provisoires avant l'avènement du nouveau code de procédure pénale, et la loi de procédure est d'application immédiate au Bénin. Donc, les détenus provisoires avant l'avènement de cette loi sont régis d'office par cette loi de procédure. Et donc, il n'y a pas de discrimination à cette matière-là. Pour le code de l'enfant, on vient de donner une réponse sur la procédure de promulgation. S'agissant de l'enregistrement des naissances, certes, et actuellement c'est de 10 jours, mais le code de l'enfant a relevé ce délai qui est désormais de 30 jours. Et pour les enfants qui n'auront pas été déclarés, dont les fiches ne sont pas retirées, ce même code de l'enfant a prévu que ce soit le procureur de la République qui fasse la déclaration. Et s'agissant de l'abandon scolaire des filles, les campagnes de sensibilisation qui sont faites, les nouvelles mesures adoptées par le gouvernement permettent d'éviter l'abandon scolaire des filles. Par exemple, les frais de scolarisation sont gratuits pour les filles. Et pour tout le primaire, c'est gratuit, mais au niveau du secondaire, c'est gratuit jusqu'à un certain niveau également. Et les dispositions sont en cours pour que la gratuité soit effective à tous les niveaux. Et s'agissant des abus sexuels et des violences subies par les filles, ces cas sont sévèrement réprimés. Il y a eu beaucoup de décisions qui sont rendues dans ce sens. Et surtout, si ces abus sont commis par des enseignants, pour donner l'exemple, la répression est très stricte. Et ça peut même aller, il y a la sanction pénale, il y a également la sanction disciplinaire. Et pour les violences subies par les petites filles, et il y a un comité qui est mis en place. Et ce comité, c'est sous la coupe. Ce comité est appuyé par l'UNICEF pour suivre les dossiers de violences commises sur les petites filles depuis l'arrestation de l'auteur jusqu'à la réparation qui est donnée à la victime. Et je pourrais compléter en disant que l'association des femmes avocates fait partie de ce comité. Et l'association des femmes avocates organise la veille et assiste à toutes les étapes de la procédure les victimes de ces cas. Et pour la prise en charge également psychologique, la prise en charge juridique et la prise en charge sociale également. Et s'agissant de l'infanticide d'enfants, des enfants dits sorciers, ce sont des assassinats rituels. Au départ, ce n'était pas prévu dans notre droit positif interne. Mais depuis, c'est prévu dans la réforme du code pénal et c'est également prévu dans le code de l'enfant. Et la répression, c'est sévèrement réprimé. En dehors de cela, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites sur le terrain par Franciscain Bénin. Et Franciscain Bénin associe
à toutes ces activités, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, le ministère en charge de la famille, et de la même manière, Franciscain Bénin est associé aux activités de la Commission nationale des droits de l'enfant. En 2014, la Commission nationale des droits de l'enfant a élaboré un plan d'action. Franciscain Bénin a été associé à ce processus. S'agissant de l'enseignement des droits de l'homme, un autre collègue va s'en occuper. Le collègue Todji Oundé pourra donner des précisions à ce sujet. Je vous remercie. Merci. Je dois d'abord donner un certain nombre de précisions par rapport aux questions de suivi. Concernant le point 3, l'expert a voulu savoir si l'enseignement des droits de l'homme au primaire, au secondaire et à l'université, s'il y a des supports pédagogiques et s'il y a des renforcements de capacités, s'il y a des formations qui sont organisées. J'ai dit hier que cet enseignement-là se fait au secondaire dans les classes 4e à travers le programme d'éducation d'histoire géo et dans les classes de première à travers le programme d'enseignement de philosophie. Et pour ces enseignements, les supports pédagogiques existent parce qu'au niveau de ces champs d'éducation, les inspecteurs ont eu à revoir complètement le programme d'enseignement pour insérer l'enseignement des droits de l'homme dans ces différents programmes. Et ce changement de programme a conduit, disons, à l'élaboration des supports pédagogiques et à des formations. Mais il faut dire que la plupart des supports pédagogiques qui sont utilisés présentement pour cet enseignement-là sont fournis par la Direction des droits de l'homme. Et les formations organisées également l'ont été par le ministère de la Justice à travers la Direction des droits de l'homme. Depuis 2 ans, tous les professeurs de philosophie qui intervenaient sur le territoire national avaient reçu une formation spécifique à l'enseignement des droits de l'homme. C'est seulement les 2 dernières promotions que la Direction des droits de l'homme n'a pas encore pu former. Il en a été de même pour les professeurs d'histoire géo. Donc voilà pour ce qui est de l'enseignement des droits de l'homme. Pour ce qui concerne la diffusion du pacte, il y a d'abord la publication du pacte au journal officiel, ça avait été déjà évoqué hier. À la suite de cette publication, il y a eu une série de formations à l'intention des juges et autres acteurs du système judiciaire. Et l'avantage ou la particularité chez nous au pays, c'est qu'il y a des fonctions que vous ne pouvez pas exercer sans avoir pris par la faculté de droit, où les droits de l'homme sont systématiquement enseignés. Donc nos magistrats, pour la plupart, nos avocats, nos professionnels de la justice ont pris par cette faculté-là et a priori connaissent suffisamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Je voudrais rappeler ici aussi qu'au niveau des forces de sécurité, notamment les officiers de police judiciaire,
il y a des modules de formation en droit de l'homme qui leur sont également enseignés. Les relais locaux et clubs scolaires en droit de l'homme, je l'ai dit hier, c'est des acteurs. C'est en quelque sorte des parajuristes en droit de l'homme que le ministère de la Justice forme, aussi bien à l'échelle des communes que des établissements secondaires. Et ces relais locaux à l'échelle des communes sont constitués souvent des élus locaux, des responsables d'ONG, des responsables d'associations qui sont formés, outillés en droit de l'homme, et leur rôle consiste simplement à relayer l'information au niveau de la commune en ce qui concerne la vulgarisation des tests en droit de l'homme. Donc, ces acteurs-là organisent régulièrement des séances d'animation au niveau des communes, souvent sur des thématiques qui font problème dans leur milieu. Si c'est dans un milieu, par exemple, où l'État a pris des dispositions pour lutter contre les mutilations génitales féminines, ils sont systématiquement associés à cette lutte-là, à ce travail-là, et même lorsque l'État n'est plus sur le terrain, ils prennent le relais, ils continuent de faire la sensibilisation, de faire la vulgarisation pour que de telles pratiques cessent réellement. Il en est de même des clubs scolaires. Les clubs scolaires, c'est à l'échelle des établissements scolaires. Les clubs scolaires, c'est à l'échelle des établissements scolaires. Eux, ils organisent également des animations au niveau des établissements, d'accord, sur des thématiques que le ministère de la Justice leur communique souvent, assorties de la documentation nécessaire. Pour finir rapidement, je voudrais dire qu'au niveau de l'élaboration du rapport, la société civile, qui a d'ailleurs de très bons rapports avec la direction des droits de l'homme, a été associée à deux niveaux. A été associée à deux niveaux, au niveau de la collecte des informations et au niveau de la validation du projet de rapport à travers le Conseil national consultatif des droits de l'homme et à travers d'autres cadres également. Donc, voilà pour ce qui est de la participation de la société civile à l'élaboration du rapport. Monsieur Hachemé. Merci. Et avant mon intervention, je voudrais d'abord intervenir sur deux questions de suivi. Je voudrais compléter par rapport au code de l'enfant que, en ce qui concerne la diffusion de cet instrument, après que le Bénin ait adopté en octobre 2014 la politique nationale des droits de l'enfant, déclinée en plan d'action, l'UNICEF a accompagné, et quand vous prenez les plans sectoriels au niveau du ministère de la Famille, il est bien inscrit la diffusion, la sensibilisation du code de l'enfant. Donc le document existe. En ce qui concerne l'enregistrement des naissances, en dehors des précisions que la collègue a apportées, il est important de mentionner aussi qu'il y a une réforme, une grande réforme qui est en train d'être opérée en ce qui concerne l'état civil au Bénin. D'abord, il y a une étude qui a été faite en 2012, ce qui a permis de créer aujourd'hui la Direction générale de l'état civil. Et après cela, il y a eu des ateliers pour voir un peu la profondeur de la question et voir la thérapie qu'il faut apporter. Ce qui a permis aujourd'hui d'avoir une base de données et le processus est véritablement avancé.
Et cela concerne aussi bien l'enregistrement des naissances. Le certificat de naissance au Bénin, quand vous prenez la disposition de l'article 60 et suivant du Code des personnes et de la famille, la délivrance, elle est gratuite. Si peut-être il y a quelques déviances, quelques dérives, je voudrais dire que la réforme qui est en cours est en train de prévoir l'harmonisation et je crois que la délivrance elle sera gratuite. Donc les 80% qui ont été évoqués, à partir de cette base de données, il y aura un suivi, ce qui nous permettra désormais de faire le suivi et de savoir si éventuellement un enfant n'a pas son âge de naissance, alors on pourra corriger le tir automatiquement. En ce qui concerne les questions 17, 18, 19, je dirais d'abord que le Bénin est un état de droit dans lequel les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont promus, garantis et protégés. Alors, la question relative aux restrictions, c'est vrai que l'État a des informations que le citoyen lambda n'en a pas. Et généralement, pour pouvoir préserver l'intérêt général et le respect de l'ordre public, parce qu'il arrive des fois, des gens demandent de faire des manifestations et il y a de mauvaises intentions, il y a des infiltrations. Or, nous sommes dans un pays où nous n'avons pas suffisamment de moyens pour encadrer. Alors, par rapport à ces moments, malgré que l'itinéraire est défini, et si l'État a des informations pertinentes qui prouvent qu'il y aura des troubles, alors l'État peut décider de pouvoir interdire ou bien de faire une restriction. C'est d'ailleurs ce qui a amené, parce que non seulement l'État a l'obligation de respecter, mais l'État a également l'obligation de protéger. Protéger non seulement les manifestants, mais également protéger la population de façon générale. Donc c'est dans cette optique qu'il arrive des fois des restrictions. Mais les restrictions sont des cas isolés. C'est ça qui a amené à nous inscrire dans une dynamique d'amélioration. Et c'est ça qui a amené désormais à élaborer une loi cadre moderne sur les normes et standards internationaux en ce qui concerne les réunions pacifiques. Et cette loi qui a été élaborée ne fait que internaliser les dispositions de l'article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. En ce qui concerne la liberté de presse, il faut d'abord mentionner, ou bien il faut faire remarquer que le journaliste dans l'exercice de ses fonctions a des limites. Non seulement il a des limites, il faudrait qu'on fasse la différence entre la propagande et l'information. Il faut aussi faire la différence entre ce que nous appellerons les délits de presse et les infractions de droit commun. Donc, un journaliste dans l'exercice de ses fonctions doit pouvoir faire la part des choses. Et nous avons encore en mémoire, en ce qui concerne la propagande, ce qui s'est passé au Rwanda. Donc, si un journaliste doit pouvoir aller à la dérive et n'est pas formellement dans l'exercice de ses fonctions, je crois qu'on ne peut que le rappeler à l'ordre. Donc, c'est ça qui amène des fois à faire des interdictions par rapport à certaines choses. Et en ce qui concerne la liberté de presse, nous avons voulu améliorer et c'est pourquoi en janvier, il y a eu le Code de l'information et le Code de l'information et de la communication. Quand vous prenez le Code de l'information, et ça consacre un certain nombre de titres. Quand vous prenez le chapitre 2, le chapitre 2 parle du caractère pluriel de l'information. Ça veut dire que le journaliste peut traiter toute information. Et cela est valable aussi pour l'organe de presse publique, l'ORTB. Donc désormais, puisqu'il y a un code de l'information et de la communication, les débats contradictoires, et d'ailleurs ça a commencé au niveau de la chaîne publique. Quand vous prenez par exemple le chapitre 4, ça parle de l'accès à l'information. L'information détenue par les services publics. Ça veut dire que le journaliste dans l'exercice, il peut aller chercher partout l'information. Et aujourd'hui, on est en train d'aller au-delà. Parce que, vu même les limites de ce nouveau code, une nouvelle loi sur l'accès à l'information a été élaborée et le processus législatif d'adoption est en cours. Quand vous prenez cette nouvelle loi, vous verrez, ça fait la distinction entre ce qui est information à caractère public, l'information qui peut être frappée du sceau de confidentialité, les responsables de l'information, les différents recours et il y a une autorité indépendante en cas de litige. Donc voilà en ce qui concerne l'information. En ce qui concerne la RAC, l'article 143, c'est une disposition constitutionnelle. Notre constitution a prévu que le président est nommé par le président de la République. Mais lors des délibérations, le président a une seule voix. Les membres délibèrent, le président a une seule voix.
activités des organes de presse, comment c'est évalué? Quand un organe a une autorisation, périodiquement, il faut renouveler. Et cette autorisation, lors du renouvellement, les activités, il y a un cahier de charge. C'est à partir de ce cahier de charge que la RAC maintenant arrive à voir les activités qui ont été menées. Et si en temps, dans l'exercice de ces fonctions, le journal a fait des déviances, ça permettra à la RAC de savoir s'il faut le renouveler, son contrat, ou bien s'il faut ne pas le renouveler. Mais à la date d'aujourd'hui, sous extrême gravité, si on n'en a jamais connu des cas où, en matière d'évaluation d'activité, on a eu à retirer des trucs à des journalistes. Voilà exactement ce que je pourrais dire rapidement en ce qui concerne les points 17, 18 et 19, et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Mon intervention tournera autour du point concernant le culte oraux. Un culte dont l'apparition donne une connotation discriminatoire à l'égard des femmes. Je dirais que c'est une tradition dans une partie, dans un département de notre pays. Et ce culte-là sort de façon saisonnière. Mais depuis que le problème a commencé par troubler un peu l'ordre public, il y a eu une sensibilisation qui est faite à l'égard des dignitaires de ce culte pour permettre quand même la libre circulation des femmes pendant les périodes de cérémonie. Ceci dit, les enfants sorciers. Le problème des enfants sorciers, c'est une préoccupation très importante de l'État béninois. Et en amont, déjà, la sensibilisation est en train d'atteindre les objectifs. Le franciscain international, avec le gouvernement béninois et le médiateur de la République, avait organisé en 2013 un séminaire pour attirer l'attention des leaders d'opinion de la zone qui est concernée par cette pratique. Depuis ce moment, le phénomène est en train de prendre une autre, de diminuer. Toute proportion gardée est en train de diminuer parce que la protection des droits de l'homme en général est une quête quotidienne et permanente. Le phénomène, c'est une vieille pratique et pour essayer d'éradiquer ça, je crois que le gouvernement est en train de mettre les bouchées doubles pour essayer d'abord, c'est la phase de sensibilisation qui est la phase la plus importante. La répression, si une fois que les cours et tribunaux sont informés des actes de l'infanticide considéré comme pour les enfants sorciers, le gouvernement, les juridictions essaient quand même de sanctionner. Nous n'avons pas les statistiques à vous produire ici, mais je crois que dans les notes qui vont parvenir après, nous aurons à vous donner ces informations-là. Il y a une préoccupation de l'expert concernant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est la haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. La Constitution même a défini les personnalités qui doivent animer cette Cour-là. 4 désignés par l'Assemblée nationale, 3 par le président de la République. Ils ont un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Si au cours du renouvellement, l'institution chargée de procéder au renouvellement estime qu'il y a une personnalité qui pendant son mandat n'a pas comblé les attentes, donc de façon, je dirais, peut-être discrétionnaire, pourrait procéder au remplacement. L'affaire gilet pénitentiaire, l'affaire Zinsou Mentossou. C'est vrai, les avis du comité ont permis à l'État béninois de prendre à bras le corps ce dossier-là pour l'intégrer dans les réformes, surtout au niveau du système pénitentiaire de notre pays. Le Bénin est un pays sous-développé. Nous n'avons pas encore assez de moyens pour prétendre à mettre des gilets et de bracelets électroniques pour les personnes qui sont en détention. Donc, lorsque nous inscrivons dans les réponses au comité que c'est une question qui est en cours d'examen, c'est parce que le gouvernement n'est pas encore arrivé à prendre une décision pour pouvoir édifier la communauté internationale sur le sujet. La justice expéditive. C'est vrai que dans des opérations de police, dans les dénonciations de criminalité et de certains gangsters, dans le cadre de la légitime défense, ils arrivent parfois à tirer. À tirer, si c'est présumé bandit, et puis bon, on considère que c'est une bavure, mais la sensibilisation est portée à leur niveau. Et aujourd'hui, je crois que la police nationale, la gendarmerie, sont en train de suivre une formation par rapport à
cette thématique-là. La torture dans les centres de commissariat, dans les commissariats et la gendarmerie, c'est vrai, il y a des cas qui ont été signalés, mais les cas qui ont été signalés, des procédures ont été engagées. Ma collègue l'avait développé tout à l'heure, ont été engagées contre ces auteurs-là. Et présentement même, il y a des gens qui ont été placés sous mandat pour ces pratiques-là. Dans le commissariat de Calavi, qui figure dans le rapport des ONG, je ne dirais pas que les traitements inhumains sont monnaie courante dans les commissariats, non. Mais c'est une question d'homme et de sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens face à leurs responsabilités. Et une fois que les autorités sont informées des dérives, ils essaient quand même de sanctionner. Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments de réponse que nous pourrons vous apporter. Sauf à ajouter que le Code de procédure pénale vient d'être adopté. Les institutions de mise en œuvre s'installent progressivement, notamment l'institution d'une commission d'indemnisation des victimes. On est en train d'y penser, conformément donc à ce code, ça se fera. Il faut dire que, par principe, une personne qui pense que le fonctionnement de la justice, du pouvoir judiciaire, lui a fait grief, peut engager la responsabilité de l'État sous la forme d'une action pour mauvais fonctionnement de la justice. Ça existe déjà dans le système, mais le Code a prévu accompagner ces exigences donc de l'installation de cette commission. Et comme on ne vient que de commencer, on n'a pas encore enregistré beaucoup de cas, il est vrai que nous avons sillonné les prisons pour déjà libérer ceux qui devraient être libérés en rapport avec les exigences du nouveau code de procédure pénale. Il est vrai qu'il faut que je vous dise, ce n'est pas une anecdote, ça se passe réellement. Et nous avons quelques difficultés par rapport à notre système, par rapport à la réinsertion sociale. Il a été révélé, il a été constaté que dans une prison où il y avait près de 500 détenus libérés, la plupart de ces 500 détenus se sont arrangés pour commettre des incartades pour revenir à la prison civile de Cotonou. Cela signifie que nous avons d'autres défis, et nous ne serions restés sans demander l'appui de la communauté internationale par rapport donc à la question de la réinsertion sociale, à la question de l'issue après prison, qui est une préoccupation majeure, parce que certains font pratiquement de la prison leur lieu idéal. C'est ça le problème. J'en aurais terminé. Merci beaucoup. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les membres du comité, vous avez écouté les éléments de réponse aux préoccupations qui ont été soulevées. Les membres de la délégation béninoise sont animés de la volonté de fournir le maximum d'informations. Ce que vous avez entendu ici sera consigné dans le document qui viendra soutenir les premières informations que vous avez eues dans la communication du gouvernement béninois présentée devant le comité. Nous savons que nos amis interprètes ont dépassé le temps, c'est pour cela que nous passons immédiatement la parole au président. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup, monsieur le chef de la délégation. Vamos a... J'aimerais savoir s'il y a des questions de suivi à poser. Je vois qu'il y a certaines personnes qui souhaitent les poser. Monsieur Benachour. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais demander à la délégation pour la Cour constitutionnelle. Il y a des membres qui sont élus par le Parlement, n'est-ce pas? Ils sont élus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de politisation, étant donné la composition des parlements dans le monde entier?
est-ce qu'il n'y a pas un risque de politisation et de tractation entre les différentes coalitions représentées au Parlement pour désigner les membres du Conseil constitutionnel? Comment ça se passe au Bénin? Quel est le résultat de votre expérience? Merci. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais demander aux autres membres du comité d'abord. Muchas gracias. Merci beaucoup. Monsieur de Frouville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voulais remercier la délégation pour les différentes réponses qui nous ont été apportées. Je me réjouis aussi de lire éventuellement des compléments d'information, notamment sous la forme de statistiques pour les poursuites engagées en matière d'infanticide, en matière de torture ou mauvais traitement dans les prisons. Je pense que ça, c'est donc au-delà de la sensibilisation, savoir effectivement quelles sont les mesures, notamment répressives, qui ont été prises. C'est très important. Et puis je voulais peut-être, parce que ou alors ça m'a échappé, mais peut-être réitérer ma question sur le phénomène de Vidomégon, parce que là je crois que j'ai pas obtenu de réponse, donc éventuellement si ça peut être abordé par la délégation, donc pour savoir ce qui est fait concrètement au-delà de la loi de 2006. Merci. Merci beaucoup. Señor Mukumusa. Monsieur Moussa. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie les membres de la délégation de leurs réponses. Vous avez mentionné quelque chose sur la libération des prisonniers. Cela poserait un défi en matière de réintégration. Vous avez dit que le Bénin est un pays en voie de développement, etc. Mais vous avez également indiqué que pour certaines personnes, la prison est le lieu idéal. Et franchement, cela m'intrigue. Parce que si c'est un lieu idéal, dans ce cas-là, que se passe-t-il après qu'ils ont purgé leur peine? Tout cela m'intrigue beaucoup. Merci. Merci. Monsieur Vardelashvili. Merci, Monsieur le Président. Grand merci à la délégation de tous les renseignements fournis. J'ai quelques questions de suivi. Tout d'abord, en ce qui concerne la préventive. Vous avez dit que le temps maximal de préventive était de 5 ans, si j'ai bien compris. 5 ans pour tous les cas. Et d'après ce que j'ai compris également, la détention provisoire peut être prorogée de 6 mois en 6 mois, le cas échéant. Alors, j'aimerais savoir si cette préventive peut être prorogée, ou plutôt, lorsqu'elle est prorogée, est-ce qu'il faut qu'un juge puisse évaluer le besoin de prorogation? En d'autres termes, d'après ce que nous avons vu dans le rapport, les prévenus peuvent être maintenus en préventive alors qu'aucune activité judiciaire n'est réalisée, qu'il n'y a pas d'enquête, par exemple, ou alors que l'affaire n'est même pas traitée par un tribunal. Et pourtant, ces individus restent en prison. Alors que, je le répète, il n'y a rien qui est fait du côté des tribunaux ou d'un juge d'instruction. Alors, quelles sont les modalités de reconduction de cette préventive? J'ai également une brève question sur l'infanticide. Bon, Monsieur de Frouville a également demandé plus d'informations là-dessus. Mais j'aimerais savoir s'il y a eu des cas qu'il s'agit
d'exécution rituelle ou dans le cadre de la violence sexuelle contre les filles. J'aimerais savoir s'il y a eu des poursuites d'auteurs de ces crimes terribles. On l'a déjà dit, pour être efficace, il faut s'atteler à toute la portée du problème. Mais j'aimerais savoir si c'est un problème qui est confiné à une région spécifique du pays ou si cela touche l'ensemble du territoire. D'après certains rapports, l'on nous dit que 9% des enfants qui auraient un type ou un autre de handicap ne seraient pas forcément tués, mais seraient menacés d'une manière ou d'une autre. Et donc j'aimerais vous entendre sur la manière dont l'État traite ce problème. Et encore une fois, où est-ce que ce problème est localisé, ou est-ce qu'il se trouve un peu partout dans le pays? Et j'aimerais savoir quelles sont les mesures prises, notamment au niveau des communautés ou au niveau de l'instruction. En tout cas, c'est nécessaire d'aller de l'avant et de traiter ce problème. Mais ce qui est fait, à mon sens, n'est pas suffisant. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. La parole à la délégation pour fournir les réponses, si vous voulez, à cette question. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci aux membres du comité pour ces questions de suivi. Le secrétaire général du ministère va répondre à certaines des questions et Madame va compléter parce qu'il y a certains points sur lesquels elle n'est pas encore intervenue. Elle va le faire. Donc, Monsieur le secrétaire général. Président, de me donner la parole. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Il faut dire que au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut dire d'abord que c'est une instance constitutionnelle et qui est forcément politique. Mais la loi, la Constitution a prévu les critères pour être à ces fonctions. Il faut être d'abord des juristes de haut niveau. Donc, il s'agit de juristes de haut niveau. Donc, maintenant, il s'agit également d'organisation de contre-pouvoir, puisque la Cour constitutionnelle est un pouvoir charnière de contrôle de tous les autres pouvoirs. Dans ces conditions, une partie est désignée par l'Assemblée nationale, une partie est désignée par l'exécutif à travers le chef de l'État, mais dès lors qu'ils sont installés, ils ne reconnaissent plus leurs conditions de désignation, ils sont indépendants. Donc, par rapport au niveau intellectuel auquel il faut sélectionner ce type de cadre, je pense qu'ils sont suffisamment libres et il n'y a pas d'influence par rapport au vote. Le vote est libre et il n'y a pas de supériorité du vote d'un membre par rapport à l'autre. Donc, par rapport au rôle de contre-pouvoir, de contrôle de pouvoir que la Cour constitutionnelle est amenée à jouer, par rapport à son rôle éminent en matière électorale, surtout en matière d'élection du chef de l'État et des membres de l'Assemblée nationale, cette Cour a toujours joué son rôle assez correctement. Mais il n'en demeure pas moins que d'abord, la désignation est d'abord d'essence politique, sauf les critères de juristes de haut niveau à observer. Par rapport au phénomène des vilomégons, il faut dire que les vilomégons ne sont pas en fait une pratique. C'est une pratique qui a été dévoyée ces dernières années
Sinon, la plupart des cadres du Bénin sont passés par ce type de tutorat pour faire leurs études. Mais il y a aujourd'hui des déviations et de plus en plus les ONG informent les populations sur la prudence à observer à laisser partir leurs enfants et le phénomène diminue. En tout cas, le phénomène négatif diminue et les OPJ sont formés dans le sens de réagir par rapport à des signalements de maltraitance d'enfants. C'est ce que je voulais dire. Un collègue, un des membres du collège du comité s'est un peu ahuri de ce que j'ai pu m'aventurer à dire que certains détenus trouvent que c'est bon de rester en prison, mais c'est un phénomène réel en Afrique et surtout au Bénin, notre expérience que nous avons eue. Il faut trouver donc il faut se pencher sur la formation, sur les activités génératrices de revenus, trouver un exutoire par rapport à la prison, une autre réponse par rapport à la prison, et en ce moment-là, on va éviter la récidive. C'est par rapport donc à la vie après prison que je parlais en demandant l'implication de nos partenaires pour nous aider à élever le niveau social après prison. C'était tout. Merci beaucoup, SDM. Madame Faïnse va compléter les éléments de réponse. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais intervenir par rapport au point 13, spécifiquement des questions posées par Monsieur de Frouville relativement à l'arsenal juridique qui existe en matière de protection relativement à la traite des enfants, au trafic des enfants et à l'exploitation sexuelle dont sont victimes les enfants. Donc, sans être exhaustif, nous pouvons citer la loi 9804 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin, la loi 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille, la loi 2006-04 du 10 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite des enfants en République du Bénin. Il y a également les 3 décrets d'application qui ont été pris en 2009, le décret 2009-694 du 31 décembre, le décret 2009-695 de la même date et le décret 2009-696 toujours du 31 décembre portant modalité de délivrance de l'autorisation administrative de sortie des enfants du territoire de la République du Bénin. Il y a également 2 arrêtés ministériels qui ont été pris relativement à l'organisation, à l'attribution et au fonctionnement de la Direction générale du travail. Tout cet arsenal juridique concourt à la protection des enfants et au trafic et à la répression du trafic des enfants en République du Bénin. Indépendamment de cet arsenal juridique, nous pouvons citer également des mesures qui ont été prises par l'État béninois pour réprimer ces phénomènes. On peut citer l'accord de coopération entre le Bénin, le Nigeria et le Gabon pour lutter contre la traite des personnes qui a été signé, l'accord de coopération entre le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso contre la traite des personnes et l'exploitation des enfants. Il existe aussi des campagnes synchronisées de lutte contre le trafic des enfants à la frontière du Bénin et du Nigeria. Pour un peu compléter la réponse du secrétaire général sur la question des Vido-Mingons, on a noté que ce phénomène a sensiblement diminué ces dernières années, du fait également de la gratuité de l'enseignement, surtout au niveau primaire, parce qu'en général, c'est les enfants en très bas âge qui sont placés dans les familles et sont dénommés Vido-Mingons en République du Bénin. Donc, au regard de la gratuité de l'enseignement
au niveau du primaire, ce phénomène a sensiblement régressé. Monsieur de Fauville souhaitait également savoir qu'est-ce qui se passe dans le cas où ces enfants-là, les enfants victimes de trafic et de traite, sont rapatriés dans leur famille d'origine. En général, ces rapatriements se passent quand même assez bien. Mais dans le cas où l'enfant n'est pas accepté parce qu'on considère qu'il aurait échoué, qu'il n'aurait pas rempli sa mission, il y a des structures d'accueil qui sont chargées de recueillir ces enfants-là. Et sur le plan, il y a des ONG, des organisations non gouvernementales, tant nationales qu'internationales, qui recueillent les enfants dans ces cas-là. Nous pouvons citer le village d'enfants SOS, Terre des Hommes, les sœurs salésiennes qui recueillent ces enfants-là pour quand même leur assurer une certaine protection. Monsieur de Fauville souhaitait également savoir, avoir une idée du calendrier prévisionnel pour l'adoption de la loi relative à la traite des personnes. Actuellement, nous pouvons dire que cette loi est en étude à la Commission nationale de codification. À la fin de ce processus, le projet de loi sera transmis au secrétariat général du gouvernement, qui le transmettra ensuite à la Cour suprême pour avis. À la fin de ce processus, le projet de loi reviendra au secrétariat général du gouvernement, qui le transmettra à l'Assemblée nationale pour qu'il soit adopté. Donc voilà l'étape actuelle où nous sommes par rapport à ce projet de loi sur la traite des personnes au Bénin. Je vous remercie. Par rapport à la détention, il faut dire que la détention n'est pas systématiquement prorogée. Depuis l'intervention du nouveau code de procédure pénale, il existe un juge des libertés qui vérifie effectivement si la détention doit être poursuivie ou non. Donc ce n'est plus le juge d'instruction qui a, la maîtrise de la détention. Il se réfère à un juge en charge de la détention des libertés. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, qui contrôle ce que le juge d'instruction fait par rapport à la détention et au besoin de proroger ou non. Et cette prorogation ne peut s'obtenir qu'une seule fois, après 6 mois. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Merci au Président et à tous les membres du comité. Monsieur le Président, nous allons vous repasser la parole. Merci beaucoup, Monsieur le chef de la délégation. Et je crois que je vous passe la parole pour faire votre observation finale dans ce dialogue. Donc, vous avez la parole, monsieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du comité, chers acteurs de la promotion des droits de l'homme, la promotion et la protection des droits de l'homme, nous sommes au thème de cet exercice de dialogue et nous voudrions, la délégation du Bénin, voudrait très sincèrement vous remercier de nous avoir accueillis, de nous avoir écoutés et nous souhaiterions vous dire également que le gouvernement béninois est très engagé en faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans toutes leurs composantes. L'exercice que nous venons de faire avec la bienveillante attention que vous nous avez accordée montre qu'il y a des aspects de la construction de l'état de droit, de la promotion de la démocratie et de la protection et la promotion des libertés publiques sur lesquelles nous devrons continuer à travailler en République du Bénin et en y impliquant toutes les composantes de la société. Je voudrais aussi vous rassurer que les institutions de contre-pouvoir jouent leur partition au Bénin et qu'elles continueront à accompagner l'effort que le gouvernement béninois fait dans ce domaine. Nous voudrions saisir la présente occasion pour exhorter la communauté internationale à continuer à accorder au Bénin son soutien
afin que nous puissions atteindre les résultats et promouvoir les droits de l'homme et les libertés publiques, construire l'état de droit et également promouvoir le développement économique et social. Et parlant de la communauté internationale, nous voudrions remercier les partenaires bilatéraux, régionaux et multilatéraux, ainsi que ceux de la société civile qui sont représentés dans cette salle pour le soutien qu'ils nous accordent et que nous apprécions hautement. Nous souhaiterions continuer à travailler avec eux pour l'atteinte des objectifs visés. Voilà, Monsieur le Président, les mots que nous voudrions partager avec vous à la fin de cette session, sans oublier que cette quête de promotion, de protection des droits de l'homme et de promotion du développement économique et social est une quête perpétuelle au Bénin et tous les acteurs s'y investissent et nous savons que le comité va relayer les recommandations que nous formulons à l'endroit de la communauté internationale, y compris le point que nous avions soulevé hier, que le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme au Bénin soit maintenu, parce que le Bénin est un pays, une terre d'accueil, d'hospitalité, et l'actualité internationale aujourd'hui informe à suffisance que les mouvements, le phénomène de migration et l'accueil des réfugiés, cela reste un phénomène que nous devons prendre en compte et traiter, non seulement par un seul État, mais par toute la communauté internationale, avec la complémentarité que nous devrons défendre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le chef de la delegación. Quiero, por supuesto, agradecer. Bien entendu, je remercie tous les collègues et la délégation pour ce dialogue que nous avons tenu. Il serait difficile de faire une synthèse de ce dialogue, parce que même si nous avons reçu des informations de la part de la délégation, à la fois dans vos réponses écrites à la liste de points traités, mais aussi lors du dialogue ici, certaines informations nous manquent sur la pratique concrète, pratique effective. Et je crois que l'État a ici une occasion importante, puisqu'il reste 48 heures pour nous fournir des informations un peu plus détaillées sur les points qui n'ont pas fait l'objet d'une réponse suffisamment détaillée ou qui n'ont pas reçu d'informations, notamment et surtout, j'insiste, sur la pratique. Par exemple, des poursuites, des jugements, des procès de cas de torture, des procès sur des cas d'infanticide. Comment fonctionne dans la pratique la protection des enfants qui sont accusés d'être sorciers, accusation de sorcellerie, quelles sont les représailles que subissent ces enfants. Ces informations pratiques et concrètes seront très importantes parce qu'elles auront une influence sur les observations finales que va adopter le comité dans 48 heures. Bien sûr, les informations que vous nous avez fournies ont été très importantes du point de vue normatif. Vous nous avez donné des informations sur les diverses dispositions, les programmes et projets de l'État pour répondre aux diverses préoccupations du comité. Mais je répète que nous avons besoin de davantage d'informations au sujet de l'application pratique de ces dispositions. Vous avez fait part de vos préoccupations, ou plutôt, plusieurs membres du comité ont fait part de leurs préoccupations au sujet de diverses questions et je pense qu'il serait utile pour l'État de tenir compte des orientations données par le comité, des avis que le comité va lui formuler, pas seulement en écoutant ce qui a été dit pendant le dialogue aujourd'hui, mais en examinant aussi notre observation générale numéro 34 au sujet de la liberté d'expression. Puisque
Certains ont fait part de leurs préoccupations sur le niveau de compatibilité entre les lois qui régissent la liberté d'expression dans l'État et les normes, et tout particulièrement l'article 19 du pacte relatif aux droits civils et politiques. En plus de l'observation générale numéro 34, il serait bon de permettre dans la pratique le droit de se réunir. Il faudrait dans la pratique permettre le droit de rassemblement pacifique, le droit de réunion qui sont au cœur de la démocratie et qui sont liés à l'indépendance et au bon fonctionnement du pouvoir judiciaire équitable afin de garantir effectivement l'exercice des droits humains par toutes les personnes. Je crois que la question de la torture et des mauvais traitements a été abordée par plusieurs membres du comité et a suscité beaucoup d'attention. Il y a aussi d'autres aspects relatifs à la non-discrimination. La loi d'amnistie, le comité, bien entendu, ne croit pas nécessairement que les amnisties sont mauvaises ou les mesures de réconciliation, mais si ces normes empêchent le jugement et les peines, les sanctions de ceux qui ont commis de graves violations des droits humains, alors oui, là, il y a incompatibilité entre ces dispositions d'amnistie et ce que stipule notre pacte relatif aux droits civils et politiques. Enfin, en ce qui concerne la violence à l'égard des femmes et la problématique des enfants, beaucoup de collègues ici ont insisté sur la situation tout à fait particulière que peuvent traverser les garçons ou les filles dans votre État. Et naturellement, comme l'a dit la délégation elle-même, il faut accorder beaucoup d'attention à ces aspects parce que les garçons et les filles, vu leur âge, sont bien plus vulnérables que les adultes. Nous prenons note, bien entendu, des efforts consentis par l'État pour respecter pleinement les dispositions de notre pacte. Une dernière question au sujet de l'application des recommandations du comité en vertu du protocole facultatif. Il a été dit ici que la situation socio-économique peut gêner et empêcher de respecter pleinement les décisions du comité. Et là, je vais parler à titre personnel. Je ne représente pas le comité ici. Je ne suis pas sûre de cela, personnellement. Il est tout à fait possible de respecter le besoin, la nécessité de protéger la situation effective des personnes détenues en prison. Et même ainsi, il est possible de respecter les recommandations du comité de façon adéquate pour qu'il n'y ait pas de violation de la présomption d'innocence de personnes en attente d'un procès ou qu'il n'y ait pas de traitement injuste qui ne soit pas compatible avec l'article 7 de notre pacte. Sur ce, je vous remercie tous et je remercie tout particulièrement la délégation du Bénin pour ce dialogue très fructueux et si constructif. Et bien entendu, je vous souhaite un bon retour vers la capitale pour ceux d'entre vous qui rentrent au Bénin et pour ceux d'entre vous qui restent à Genève et qui y travaillent. Je vous souhaite une très bonne continuation dans la poursuite de votre travail. Et je vous rappelle qu'il vous reste 48 heures pour nous transmettre des renseignements et informations complémentaires dont le comité tiendra compte au moment de l'adoption de ses observations finales. Je vais maintenant donner la parole au secrétariat. Madame Fox va faire une annonce. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voulais simplement rappeler aux membres
qu'il y aura une réunion thématique d'information organisée par le Haut Commissariat aux droits de l'homme à 14 h. La salle a changé. Il s'agit de la salle RS 101, RS 181. C'est une salle qui se trouve en direction de la cafétéria. C'est organisé par le Haut Commissariat aux droits de l'homme et c'est sur les personnes intersexes, une réunion thématique à 14 h. Je vous remercie. Je vous remercie. J'annonce au comité que cet après-midi, il s'agit d'une première partie de réunion pour les méthodes de travail et deuxième partie consacrée à la poursuite du débat sur l'adoption de l'observation générale sur le droit à la vie, la nouvelle observation générale. J'indique que la première partie de la réunion de l'après-midi, c'est-à-dire environ une demi-heure, la première partie de 15 h à 15 h 30 sera une séance privée sur les méthodes de travail. Séance privée de 15 h à 15 h 30 parce que nous allons parler de questions relatives au programme de travail de la session du mois de mars de l'année suivante. Donc, séance privée de 15 h à 15 h 30 pour parler d'aspects relatifs au programme de la session du mois de mars 2016. Et à 15 h 30, nous rouvrirons la séance publique au sujet des méthodes de travail. Le premier point de cette séance publique sera un rapport présenté à l'Assemblée générale des Nations unies que j'ai présenté. J'ai dû le présenter il y a une semaine et demie, ce rapport à l'Assemblée générale des Nations unies. Et ensuite, à l'ordre du jour, il y a un débat sur les directives de San José au sujet des méthodes d'intimidation et de représailles. Je ne pense pas que nous disposerons de beaucoup plus de temps, même s'il y a beaucoup d'autres points à l'ordre du jour. Et à 16 h pile, nous reprendrons le débat au sujet du projet d'observation générale 36. Encore une fois, merci à tous pour votre participation. La séance est levée et nous nous retrouvons à 15 h pour une séance privée d'une demi-heure. Merci.